La psychanalyse et la thérapie peut aider à soigner l'ignorance, mais elle est impuissante contre la connerie. C'est ce qu'elle a fait les détracteurs du foot et de l'équipe de France au sortir d'un Euro décevant. En cette sainte aimée, honneur à Jacquet et aux Bleus, honneur à ces héros devenus nantis, car en septembre, si Brume reste en haut, il pleuvra à Sceaux. Le Sceaux, justement, on pensait que les Bleus auraient la tête dedans, bien mal nous en a pris. Nouvelle ère, nouvelles promesses, nouveaux espoirs et peut-être nouvelles déceptions. Parfois, entre amour et haine, il n'y aura qu'un pas. Et si nous sommes si durs, c'est que rien ne pourra altérer notre passion. Contrairement à ces ignorants détracteurs qui font 2 poids, 2 mesures entre les caïds en bleu et les démonteurs handballeurs, nous n'aurons donc même pas besoin de conneries. Elle reste passionnelle. Espérons que la brume n'ait plus et que le soleil bleu reverdisse les terrains hexagonaux. En attendant, chers auditeurs, bonjour à tous et sans plus attendre, au sommaire de cette émission de l'actualité sportive dans le monde, en France et en Ile-de-France, c'est avec Grégory Droya. Salut mon Greg. Salut à tous, tu me fais rêver. Il envoie du rêve. C'est très lourd. Enfin, les réduire peut-être un petit peu. Hein. Justement, toi aussi, fais-nous rêver. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui des news du jour? Il y a du PSG et encore du PSG, puisque ce soir le PSG joue en foot, mais le PSG joue également en handball. On aura du rugby avec la reprise de notre club chouchou de Mont. Et puis un petit peu de tout, du cyclisme, du tennis, il y en aura pour tout le monde encore. Et justement, les inséparables, ils reviennent cette saison avec une nouvelle chronique. À l'heure où l'union entre 2 hommes fait débat, leur avis est déjà tranché, ça tombe bien, parce qu'on les retrouve pour de nouvelles joutes. Eddie et Linden sont en studio. Bonjour messieurs. Bonjour Manu. Salut Manu, bonjour à tous. Allez, un petit mot sur vos 2 chroniques du jour, un peu Eddie là. Moi ça va être sur les sur le traitement des médias par rapport aux derniers Jeux paralympiques. Parce que ça fait du bruit. Hein. Ouais. Et ça fait beaucoup de buzz. Linden, je me retourne vers toi. De quoi allons-nous débattre aujourd'hui? On sait qu'on te retrouvera à la fin de l'émission pour la semaine Twitter, comme d'habitude. Oui, mais en dehors de ça, IDFM Sport, émission numéro 2. On va parler déjà football avec cette semaine, avec l'équipe de France qui a donc affronté la Finlande et qui a fini par la Biélorussie. Voilà. On va parler ensuite du PSG handball, qui est la grande sensation de cette année, justement, en première division. Et pour finir, on va faire plaisir à Greg parce qu'on va parler de tennis. Yes. Et Andy Murray qui est arrivé, justement, enfin, à la fin de son périple. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. On y reviendra et justement, il est 13h passé de quelques minutes. N'hésitez plus à réagir sur les réseaux sociaux IDFM Sport et surtout le site idfm98.fr pour nous envoyer tous vos messages tout au long de l'émission. N'hésitez pas surtout à réagir puisque tout de suite, c'est l'heure d'Initiative Sport. Non, IDFM Sport, bien sûr. Et oui, ça a changé. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Et oui, nous n'avons toujours pas reçu les nouveaux jingles, mais cela ne nous empêche pas de retrouver, bien sûr, le journal des sports de Greg. Et pour la première une de la saison, on commence, enfin pas la première, la deuxième pour le coup, on commence avec du football. Du football et la 5e journée de Ligue 1, dès ce soir, le PSG joue donc au Parc des Princes contre Toulouse qui est 5e. Les absents côté parisien, il y en a pas mal. Thiago Silva, qui a fait du beach volley toute la semaine. Je sais pas si l'a vous avez vu. Oui, on a vu les photos, on a vu. Ils ont amené un terrain de beach volley à Paris, au camp des loges carrément. Donc les joueurs jouent au beach volley maintenant. Lavezzi sera absent aussi. Van der Wiel qui a été présenté hier à la presse. Sissoko. Ouais, on verra Van der Wiel ce qu'il donne. Sissoko, Bonne-Mère et Chantôme sont également absents. Non, Chantôme, j'ai vu dans le groupe. Ah, Chantôme et... J'ai vu Chantôme dans le groupe. D'accord, ok, merci. Ah, la surprise. C'était Duchesne qui n'était pas dans le groupe. Ouais, Duchesne est blessé. Il revient de blessure. Qu'est-ce qu'on a entendu hier? Carlo Ancelotti hier, qui a pris 2 matchs de sursis avec la petite altercation qu'il a eu avec Monsieur Turpin. Un petit coup de pression, quoi. Bizarre. Il a shooté une bouteille à l'attention de Monsieur Turpin. Donc il a pris 2 matchs avec sursis, donc ça va. Par rapport à justement ce qu'avait pris Alex Dupont, entraîneur d'Ajaccio, qui avait pris 3 matchs fermes. Tout à fait. Donc il s'en sort bien, le Mister Carlo. Il a dit que Van der Wiel et Thiago Silva seraient disponibles pour le match de mardi contre Kiev. Je pense que toutes les têtes sont concentrées sur le match de Kiev, honnêtement. On parle peu du match de ce soir, mais il est très important le match de ce soir parce qu'il faut recoller à Marseille qui a déjà 6 points d'avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autre duel de la soirée, le champion de France, Montpellier,
qui est 13e et qui se déplace sur le terrain de Reims, 14e. Les deux matchs sont à 20h45. Ouais, coup d'envoi 20h45 à suivre sur beIN Sport. Donc René Girard a gagné de son petit bras de fer en lançant un petit pic à beIN Sport il y a ça deux semaines maintenant. Ouais, c'est en disant ça, comme quoi c'est pas normal, on joue samedi, beIN Sport essaie d'arranger le PSG parce que beIN Sport a pour patron Nasser Al-Khelaifi qui est le président du PSG aussi. Voilà, ouais. Donc ils ont réussi à avancer leur match d'une journée. Bah parce que Paris joue mardi soir contre Montpellier, joue contre Arsenal, gros match pour Montpellier. Mais là il va y avoir des crève-cœurs parce qu'il va falloir soit choisir entre PSG Dynamo Kiev ou soit entre Real Madrid Manchester City, c'est ça. Ouais, et le PSG sur Canal+. Le PSG sur Canal. Voilà. Moi je viens de faire mon soir. Et donc l'autre club qualifié pour la Ligue des Champions, Lille, qui se déplace demain à 17h et qui joue à 3. Et puis le leader marseillais, il faut quand même le citer, qui joue en match de clôture dimanche à 21h. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis oui, comme je vais citer le match de Lille parce que ce sera mercredi en Ligue des Champions, ce sera contre le Baté Borisov. Ce soir, on n'en parle pas beaucoup, mais de la Ligue 2 parce qu'il y a un choc ce soir. Le premier contre le deuxième, Monaco deuxième qui accueille le leader Dijon. Faudrait revenir quand même un jour sur la programmation de la Ligue 2 qui va étouffer vraiment, je pense, ce championnat. Une pétition qui a été faite d'ailleurs il y a à peine une semaine par un collectif de supporters. On va suivre un petit peu cette actualité là, mais c'est vrai que la programmation télé pose problème aujourd'hui. Les matchs aux supporters de sont Ligue 2. programmés le vendredi à 18h ou 18h45. 18h45 justement parce que maintenant on a un match le soir à 20h45 de Ligue 1. Et donc c'est soit vendredi ou lundi. Lundi soir, voilà. Donc le lundi soir est quand même un meilleur horaire pour la Ligue 2, je pense. C'est plus au niveau quand même médiatique. Grave. Hein. T'imagines vendredi fin de semaine t'es encore au travail, tu peux même pas voir le club de ta ville. C'est un peu... Surtout qu'il y a de gros clubs cette année en Ligue 2, donc c'est une Ligue 2 qui est assez intéressante ça. Ouais. Donc en tout cas à suivre ce match-là entre Monaco et Dijon, ce sera tout à l'heure à 18h45. Et puis comme ça chaque semaine, je vais vous donner mes affiches du week-end qu'il faudra suivre si vous êtes à la maison dans le canapé. Un petit tour d'Europe. Alors en Angleterre, j'ai choisi un match, 4e journée, c'est pas des gros noms, mais je pense que c'est un match très intéressant à voir. Ce sera Everton-Newcastle. Ah, ça va être sympa, ça va être joueur. 21h, voilà. Joueur assez physique. En Espagne, du grand classique, Getafe-Barça qui est samedi à 20h. Getafe qui a déjà battu le Real. Avec une star, le petit marocain, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai, c'est Abdel Berrada, voilà. Ouais, c'est ça. Berrada. Et puis c'est un petit classico parce que Getafe c'est le club de la banlieue de Madrid. C'est ça, exactement. Et puis Madrid justement qui joue samedi à 22h contre le FC Séville, un gros match. En Italie, j'ai choisi le Torino contre l'Inter Milan, 3e journée. Très beau choix. Pas facile d'aller gagner au Torino. Ah ouais. En public. Voilà, surtout que Torino fait sa rentrée en Serie A, ça va faire longtemps. Et puis en Allemagne, je vous ai choisi un petit Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. Ça va être bon ça. Ça va être bien. Ça va être vraiment pas mal. Beau programme, Greg. Voilà. D'autres news au niveau du football? Non, je pense qu'on a été assez complet. On a fait le tour. Là, je pense que t'as donné tout. Niveau football et justement, on passe au rugby et à la 5e journée de top 14, déjà sous haute tension pour nos clubs franciliens, on peut le dire. Francilien, mais la journée de top 14 qui démarre ce soir avec le déplacement du leader Toulon sur la pelouse de Montpellier, un match qui verra la première titularisation de Frédéric Michalak depuis son retour dans le championnat de France. T'en parlais Manu, nos deux clubs franciliens seront sur le pont demain à 18h30, le Racing Métro qui vient de perdre Wisniewski blessé pour 4 mois et Dambiel blessé pour 6 mois. Ça c'est cadeau surtout ça. Ouais, c'est gros cadeau ça. C'est cadeau pour le Racing parce que les deux jouaient numéro 10 et numéro 15, donc là ils sont en train de chercher un joker médical. Donc je disais le Racing joue à Bayonne et à 20h40 le Stade Français qui n'a plus gagné depuis la première journée joue sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles. Et gros match à Bayonne parce que du coup Bayonne je crois qu'il a enchaîné 3 défaites, va avoir à cœur de se racheter justement contre le Métro. Contre le Métro, voilà. Eh ben écoute, merci. Je peux enchaîner si tu veux. Allez, on enchaîne. Je pensais qu'il y avait d'autres choses. Un petit mot d'handball et le début du championnat de France de première division, c'est ce week-end, tout simplement, Greg. C'était même hier soir avec l'énorme victoire de Montpellier qui a déjà mis la barre très haute, qui a battu le promu Billard-Pau. Alors le score 24-50. Ils ont quand même mis 50 buts les Montpelliens. Ils ont quand même encaissé 24. Et
Ouais, mais les recrues, ça va être très très fort. Tu le disais, le PSG handball. Ça va pas être simple pour le PSG handball. Ça va vraiment pas être simple parce que j'ai vu un petit peu leur match hier soir et franchement, c'était vraiment du très très haut niveau. Bon, on va y revenir au débat tout à l'heure, voilà. mais quand même, bon, comme tu viens d'annoncer le résultat de Montpellier, est-ce qu'on va pas avoir quand même un championnat complètement divisé en deux avec 3 grosses équipes et le reste du monde, quoi. On va avoir 3 grosses équipes. Je pense que derrière, il va y avoir 2 équipes. On en parlera tout à l'heure avec Dunkerque et Nantes. Et après, le reste du monde, quoi. Ok. Donc on va quand même dire parce que ce soir c'est quand même le grand début de la saison du PSG handball qui accueille à 20h Cesson-Rennes. Paris n'est pas au top apparemment, les recrues, les stars Abalo et Hansen sont pas au top niveau, nous a dit Philippe Gardon, l'entraîneur. Début de la rencontre à 20h, je vous l'ai dit, au stade Pierre de Coubertin. Et c'est Philippe Gardon qu'on entendra tout à l'heure lors du débat justement sur le PSG Hand. Et comme Michael Hansen aussi, c'est pareil, ils nous ont livré leurs sentiments juste avant le début de ce championnat. Vous écoutez IDFM Sport sur fréquence 98 FM, place au reste de l'actualité sportive autour du monde. En tennis, c'est week-end de Coupe Davis avec au programme Espagne, États-Unis et Argentine, République tchèque. Chez les filles, belle semaine pour Kristina Mladenovic, c'est la future star du tennis français. On va avoir une star en tennis, je vous l'annonce. 10 ans. Non, celle-là, j'en suis sûr. Elle a fait un très bon US Open, elle a perdu contre Bartoli au 3e tour. Si elle a perdu contre Bartoli, c'est pas gagné. Non, bien sûr, c'est une jeune, bien sûr. Elle va percer à haut niveau. Et donc là, elle est en quart de finale du tournoi de Québec. Qu'est-ce qu'on a d'autre en tennis? Ça, c'est un petit coup de cœur quand même parce qu'on l'a appris, c'était avant-hier. Juan Carlos Ferrero, ancien numéro 1 mondial, qui avait gagné Roland Garros en 2003. Il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Ouais. Très beau tennisman. Ouais. Très beau tennisman. Il prendra sa retraite après le tournoi de Valence, ce qui est fin octobre. Voilà. En volley, les équipes de France masculines et féminines disputent ce week-end les qualifs pour le championnat d'Europe. Les garçons sont en Lettonie et les filles en Suisse. Une victoire dans leurs tournois respectifs leur assurait une place à l'Euro. Et puis en voile, Thomas Coville bat le record de la traversée de la Méditerranée en solitaire et en multicoque en ralliant Marseille à Carthage. Carthage qui est en Tunisie, bien sûr. Merci Greg pour la précision. Alors le record, c'est 1 jour, 1h36 minutes et 36 secondes. Superbe. Voilà. On a fait le tour de l'actualité du monde. Partout, on était partout. Alors justement, reste avec nous Greg. Plus de jingle JO. Et oui, c'est fini, hein. C'est terminé les JO. Il y a plus de jingle JO, mes amis. Il faut revenir. Il faut attendre 4 ans. Il va nous en parler un petit peu tout à l'heure. On mettait la pression déjà, les gars. Et justement, merci Greg. On te retrouve en seconde partie, je le disais, pour le journal du sport en Ile-de-France. Et pendant les débats, bien sûr, mais sans plus attendre, place à l'humeur de Eddy. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Alors Eddy, comme chaque semaine, tu vas nous faire part de l'humeur de la semaine et je crois que là t'étais un peu énervé par le traitement médiatique réservé c'est ça. Aux JO, on le disait, et surtout bien aux JO paralympiques. Voilà, c'est ça. C'est surtout un sujet qui me tient à cœur, pas comme la semaine dernière avec l'humeur d'Eddy autour de Néné. Là, c'est vraiment un coup de gueule un peu général. Donc tout d'abord, pardon à toi, mon ami Linden. tu vas encore dire que je boude, mais cette fois-ci, je ne suis pas déçu par un sportif en particulier ou par une équipe ou un président de club, mais déçu envers les médias sportifs en général. Donc je vais m'en prendre à vous, Manu et Greg. Car il y a encore quelques... Ça y est, faut pas le laisser derrière les manettes, Manu. Car il y a encore quelques semaines, tout le monde vantait les valeurs de l'olympisme incarné par cette génération de sportifs sans casque sur les oreilles, qui chantent la Marseillaise et dont tout le monde se fiche qu'ils remportent 50 000 € par médaille d'or. Athlètes, nageurs, handballeurs, tous ont eu le droit à leur pluie d'éloges et à leur comparaison avec nos chers footballeurs. Alors, mesdames et messieurs journalistes, je vous le demande, après avoir incendié nos footeux bien loin de ces valeurs du sport, où étiez-vous ces dernières semaines pour mettre en avant ces Jeux paralympiques? Il y avait tellement de choses à dire, tellement de portraits et d'histoires à mettre en avant. Une bonne médiatisation aurait permis de faire avancer les mentalités, d'attirer des mécènes, des sponsors et enfin permettre à l'handisport de se professionnaliser. Ces Jeux paralympiques ont été un succès à Londres. Des stades pleins, une organisation et un accueil parfait selon tous les athlètes. Ces Jeux paralympiques ont également été un succès pour une nation comme le Brésil, qui s'est préparée au mieux pour ses prochains JO. Malheureusement, malgré certains sourires et de très belles performances, ces Jeux conserveront une sensation d'inachevé pour notre délégation française qui rêvait que ces JO soient un tremplin pour accélérer le taux de licenciés à la rentrée. Malgré une belle vitrine pour le sport pendant ce mois d'août à Londres,
Il faut croire que les valeurs de l'olympisme n'ont pas été retenues par nos chers médias et s'arrêteront toujours face aux mêmes barrières nommées parts de marché et audimat. Et ça, malheureusement les amis, malgré une grande leçon de vie donnée par nos athlètes illustrés par des records, des médailles, de la sueur et des larmes, ce n'est pas prêt de changer. Messieurs, je crois qu'on assiste à un mini-attentat dans ce studio. Voilà ce qui vient de se passer. Merci beaucoup, Eddy. Greg et Manu maintenant me regardent avec deux yeux rouges. C'est très intéressant ce qu'il dit. J'ai eu une stat là. C'est comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est TV8 Mont-Blanc qui retransmettait les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, pardon. Et ils ont eu quand même entre 5 et 8 millions. Et oui, comme quoi c'est suivi. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que c'est énormément suivi parce que déjà faut avoir TV8 Mont-Blanc. Bien sûr. Ce qui est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Et avoir entre 5 et 8 millions, je pense que pour eux c'était exceptionnel. Non, mais c'est un énorme score. Mais surtout, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que nos amis du service public, enfin de France Télévisions, s'amusent vraiment à dénigrer le football professionnel parce qu'ils n'ont pas les droits du football professionnel. Ah oui, c'est leur but. Ouais. Donc voilà, ils mettent en avant une coupe de la Ligue et une coupe voilà. de France. Et donc ils mettent en avant à chaque fois l'athlétisme français, la natation française, mais à travers tout ça, dès lors qu'il faut mettre en avant des Jeux paralympiques un peu moins médiatisés, alors là il n'y a plus personne. Et là les valeurs du sport dont on entend parler pendant des mois et des mois en comparaison des footeux, là il n'y a plus d'actes pour prouver tout ça. Mais ça ceci dit, changer, hein. Ça a peut-être changé, mais 2016, ouais. Peut-être parce que le CSA apparemment, excuse-moi Manu, oui, vas-y. Le CSA apparemment a mis son nez dedans et a trouvé un peu scandaleux qu'il n'y ait aucune retransmission publique des Paralympiques, donc ça pourrait évoluer pour 2016. Mais c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire. Je rejoins Eddy sur l'avis. J'ai mis la sirène tout à l'heure, mais je te rejoins et je te soutiens. Ouais, moi aussi. J'ai réussi à le mettre dans ma poche. J'ai réussi à le mettre dans ma poche. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est pas aussi un peu la fin de l'avènement du sport à la télé? Alors c'est paradoxal parce qu'il y a beIN Sport qui se crée, qui fait une grande offre sport comme on n'a jamais eu peut-être en France. Mais quand on regarde par exemple TF1 qui lâche la Ligue des Champions parce que les experts ça coûte 200 000 € à faire et ça fait 10 millions. Alors que les droits sportifs, on connaît le coût que ça a. C'est vrai que peut-être il y a une révolution médiatique un peu en marche. Et à côté de ça, je te rejoins Eddy sur une chose. On entend souvent les sponsors s'alarmer contre l'équipe de France. C'était un peu le papier d'édito. Critiquer cette équipe de France, l'équipe de France de foot. On regarde aujourd'hui, je sais plus qui s'occupe du championnat national sur Dailymotion. mais voilà, ça marche. La preuve c'est que ça marche. Et aujourd'hui personne veut mettre un rond là-dedans, quoi. Voilà. Donc quelque part, voilà, c'est comme tu l'as dit. À un moment donné, l'audimat et le côté business prennent toujours le pas sur le reste. Mais vous pouvez donner de l'argent pour le national. Hein. Mais vous pouvez donner de l'argent. Emmanuel Moine, il accepte les PayPal. Non, on arrête d'en parler. C'était pas pour ça que je disais. Personnellement, quand même, j'ai suivi les 3 matchs du national et c'était bien la première fois que je suivais les matchs nationaux en direct. Non, mais commencez par qui? La sirène, messieurs, la sirène. Par monsieur Emmanuel Moine. Eh oui, mes amis. Eh oui, bon, c'est comme ça. Bon, on va passer à autre chose quand même. Merci beaucoup, Eddy, pour cette superbe chronique. Je peux rentrer chez moi, merci. Ouais, c'est fini, voilà, c'est bon. L'humeur d'Eddy que vous retrouverez chaque semaine dans IDFM Sport. Eddy, prêt pour le grand débat de la semaine? Ready to fight. Allez, vous l'aurez compris, c'est l'heure du débat. Et justement, à ma droite, Lyndon Lutello, à ma gauche, Eddy Amari. Le principe est simple, 10 minutes de débat pour ce premier sujet. Et les sifflets sont sortis, les dieux de l'arbitrage nous observent, messieurs. Attention. Et justement, c'est l'heure de parler des Bleus, de cette nouvelle ère dont on parlait en début d'émission. Au revoir Laurent Blanc, bonjour Didier Deschamps. En 2 matchs cette semaine, les Bleus ont fait le plein de points, 6 au total, 2 victoires, une en Finlande, 1-0 il y a une semaine. Et puis mercredi, victoire 3-1 contre la Biélorussie. Et justement, on s'y replonge dans ce match avec ce coup de génie, un petit nouveau qui s'appelle Christophe Jallet. Ribéry, le bras n'est pas monté, il y a du monde, il y a un double rideau dans ce ballon, il y a un bon débordement à faire là, Christophe Jallet, ça piqué sur le sol. Il voulait frapper fort au premier poteau, Christophe Jallet, et c'est sous la transversale qu'il a mis. Et c'est la soirée des grandes premières, Michel Arsène, premier but en bleu également pour Christophe Jallet. Il sait que c'est un but involontaire, mais peu importe. Parfois vous faites
vous faites féliciter pour des gestes que vous avez loupés. Et justement, messieurs, sans tomber dans le jugement hâtif, sans tirer de conclusion tout de suite, quel est votre avis sur cette équipe de France, sur cette semaine de l'équipe de France? Que pensez-vous des petits changements insufflés par Didier Deschamps? Je vous écoute. La parole à Linden, vas-y. Moi, je pense que l'arrivée de Didier Deschamps, en tout cas pour mon avis, c'est du positif pour moi. Mais pas que en termes de résultats. C'est vrai que c'est plus facile après 2 victoires de dire oui, voilà, ils ont gagné 2 fois et qu'il y a le nouveau souffle, c'est le changement des champs, etc. C'est pas sur ça que je veux revenir, mais je veux plutôt parler de sa gestion du groupe. J'ai l'impression que sa gestion du groupe, elle est plus cohérente par rapport à même, on va dire, ce qu'on peut voir au niveau du grand public. C'est-à-dire que quand nous, le grand public... Tu parles par rapport à Laurent Blanc? Par rapport à Laurent Blanc et les mêmes Domenech, etc. C'est-à-dire que il est... J'ai l'impression qu'il est plus... j'avais toujours cette impression que Domenech ou Laurent Blanc étaient sur leur planète. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient sélectionneurs, oui, je suis intouchable, oui, parce que c'est dur de sélectionner tel ou tel joueur. À un moment, ils voyaient plus la réalité en face. Je vois, par exemple, l'exemple de s'entêter à mettre du Mexès Rami tout le temps, alors qu'on savait que... Non, mais c'est vrai, alors qu'on savait que la logique, c'était d'aller chercher aux plus jeunes. Quand il a écarté Yang Mbua pour le fait qu'il n'était pas expérimenté, mais on a vu au final ce que l'expérience avait donné à l'Euro. Et quand je vois Deschamps dans sa gestion du groupe, ses compositions, au final, on retrouve des milieux de terrain qui sont assez plaisants. Quand on voit le retour de Rio Mavuba et puis ce qui accompagne à côté, à un moment, tu vois Diaby Cabaye, c'était bien ça. Oui, c'était ça. Voilà, et puis même quand tu vois Diaby est blessé, tu dis finalement on aura une équipe comment dire, où l'équilibre, où la compo sera moins belle, où il va tester des trucs bizarres. Au final, moi j'aime bien aussi Capou avec Capou, Cabaye et qu'il a mis Mavuba. Enfin, on voit qu'il y a une certaine logique et qui peut que apporter de meilleurs résultats à cette équipe de France. Et moi, franchement, par rapport au match qui va arriver contre l'Espagne, moi, je veux dire, je fais partie des gens qui y croient. Eh ben, moi aussi. Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Je coupe, mais c'est vrai. Je mets, monsieur, un billet. Faut pas quand même s'enflammer, je pense. Je t'expliquerai. Je te laisse parler, Eddy, et on en discutera après. L'Espagne sera deuxième partie. L'Espagne a failli sauter face à la Géorgie. Ouais, quand même. Putain, j'ai vu le match. Et la Géorgie, ça a joué comment? Le gardien. Ils ont mis un poteau, la Géorgie. Non, mais la Géorgie, ils étaient à 10 derrière. C'est pas un match. Ils ont mis un poteau. Ouais, non, mais on le sait. Non, mais après, l'équipe de France, j'espère que l'équipe de France va pas proposer la même chose que la Géorgie a proposé face à l'Espagne. Après, je rejoins Linden vraiment quand il parle de sa gestion de groupe, de comment il met le jeu en place, l'état d'esprit. On a vu beaucoup de sourires. Toi, Manu, tu étais à Clairefontaine cette semaine. Donc, on a vu un Deschamps très blagueur sur le bord du terrain. On l'a vu à la fin du match face à la Biélorussie au micro de TF1. En conférence de presse, il est là, très souriant. Mais moi, j'ai vraiment trouvé le constat un petit peu, enfin, les réactions très sévères après le match face à la Finlande. Parce que ce milieu de terrain avec Mavuba, Kaba et Diaby, moi je l'ai trouvé très plaisant, mais vraiment très très plaisant. Après on nous a beaucoup parlé d'un Benzema qui décrochait. En fait, on s'est beaucoup attardé sur les points négatifs, alors que je trouve ça allait faire vraiment très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France avec un milieu de terrain aussi complémentaire, avec un Abou Diaby, un milieu de terrain qui est capable un joueur box to box comme disent les Anglais, c'est-à-dire capable d'aller d'une surface de réparation à l'autre. Regardez le but d'Abou Diaby, l'appel qu'il fait, c'est un appel d'avant-centre. C'est un appel d'avant-centre. Il était avant-centre, il a commencé. Mais voilà, autant je trouvais le constat sévère après le match face à la Finlande, autant j'ai trouvé les gens cléments après le match face à la Biélorussie. Qui était pas bon. J'ai trouvé que ça a été d'un niveau tactique, excusez-moi, d'un niveau technique, mais vraiment très faible. C'est l'euphorie du résultat, le fait que à domicile. Exactement. Sur ça, je voudrais pas. C'était pas dégueulasse au stade, les gars. Non, mais au stade, c'était pas dégueulasse. Ça faisait longtemps au stade, oui. Moi, c'était pas aussi. On n'a pas tous été. Excuse-nous, Manu, pas tous être invités. Si tu dis ça pour ça, on le sait. Le début de la seconde période. Il y a eu des. Alors, c'est sûr que les latéraux, par exemple, ont fait un très mauvais match. Je suis pas tout à fait d'accord sur le match de Capou que je trouve vraiment sans le but. Moi je te rejoins. C'est pas terrible et tu te dis qu'est-ce qu'il faut en équipe de France, mais c'est pas son poste. Ceci dit, dans l'animation offensive, Ribéry a été très intéressant. Mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Pas très bon, arrêtez, pas très bon. Très remuant comme d'habitude. Mais au final, moi je l'ai revu le match face à la Biélorussie. Il est vraiment très remuant à chaque fois, donc il a l'impression d'être un très bon joueur. Il rate sa première mi-temps, mais il fait une très bonne deuxième mi-temps. Il s'est montré décisif et des fois c'est ce qui manquait. Et l'association Giroud, et excusez-moi de vous couper, mais l'association Giroud, et après je vous vous laisse discuter là-dessus, mais l'association Giroud-Benzema, je rejoins Linden, c'est de la pure logique, quoi, et ça marche. C'est très complémentaire. Je sais pas si c'est de la pure logique parce que j'attends de voir encore Olivier Giroud, mais pour en revenir sur Ribéry, excusez-moi, mais c'est vraiment, je trouve que voilà, c'est le joueur par excellence. Il est très remuant, donc il donne l'impression d'être énorme, d'être bon, mais au final, quand on revoit le match, mais il perd énormément de ballons et il donne très peu de sens. C'est son jeu. Comment tu peux perdre des ballons? C'est parce que t'as l'habitude de voir le Messi qui perd pas le ballon. Je ne vais pas jusque là. Mais je trouve que Ribéry s'entête quelquefois. Tous les joueurs qui sont là pour provoquer, à un moment il faut bien qu'ils perdent le ballon.
c'est pas Mavouba qui est là pour faire orienter le jeu. Là, c'est Stade qui serait normal où tu dis qu'il perd 3 ballons. Mais aujourd'hui, si Ribéry il est là, il provoque, etc. Si tu me dis qu'il provoque et qu'il passe à chaque fois et qu'il perd aucun ballon, là, je te comprends pas. Non, mais il y a une manière de provoquer. On provoque quand on est sûr de passer et surtout qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand il y a des passes courtes à faire très simples et qu'on préfère s'entêter, baisser la tête et rentrer dedans une fois, 2 fois, ok, mais 3e, 4e, 5e fois, c'est bon. Tu la passes ta balle. Parce qu'on n'a aucun créateur aujourd'hui en équipe de France. Non, c'est pas qu'on a aucun créateur aujourd'hui en équipe de France. Enfin, comme tu disais, c'est surtout que le réservoir de l'équipe de France est très faible. C'est pour ça qu'on est obligé de s'appuyer sur des joueurs comme Ribéry. Il y a personne qui. Il y a pas grand monde. Je suis d'accord avec toi. Mais après dire que Ribéry a été excellent, non, il a pas été excellent. Intéressant. J'ai dit intéressant. Mais l'équipe de France de toute façon n'a pas été excellente. Non, elle a pas été excellente. Et on sait qu'elle sera pas excellente de toute façon parce que ça fait depuis, on va dire depuis 2006 que la France n'a pas été excellente. Mais vraiment, en revoyant ce match, j'ai vraiment eu l'impression que les gens se sont laissés endormir par les 30 dernières minutes. Parce qu'il y a eu 60 minutes très faibles. Ils marquent à un moment dans le match d'ailleurs où ils sont totalement dominés. Et puis en positif, quand même le fait de gagner les 2 premiers matchs, etc. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé à l'équipe de France. Non, mais le résultat, ça c'est la patte Deschamps. Voilà, c'est la patte Deschamps. On sait, Deschamps est fixé sur le résultat. Peu importe la manière, les premières années où il arrivait à Marseille, il se faisait dézinguer à Marseille. Bien sûr. Il voulait tout le monde voulait le virer parce que même s'il avait des titres, parce que ça jouait pas au football. Non, mais la culture de la gagne, ce qu'il a appris en Italie. Faut construire un groupe. Et faut virer un groupe se construit par des victoires. Pour avoir un groupe sain, vaut mieux partir sur des victoires. Mais après, il faut qu'on arrête avec Evra. Non, mais c'est son chouchou. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça peut être le coup de gueule de la semaine prochaine. Info, il sera pas titulaire normalement avec Manchester. Il ne mérite pas. Je te jure qu'au Stade de France, désolé, c'est pas pour vous le rappeler ou quoi que ce soit, je te jure que quand tu vois en loge, on arrive à voir de ce mec-là, quand tu vois, je sais pas, je me pose la question. À travers le champagne, on peut pas trop voir, mais non, sans blaguer, quand tu vois, il percute pas, il fait rien, il n'apporte rien, défensivement, après, il est à la rue. Mais après, ce qu'il faut savoir, enfin attention, je pense que tout le monde le sait, moi-même j'étais contre Evra depuis quelques années, mais c'est que sur la nouvelle ère des champs, on s'était dit, et la première chose que je me suis dit que ça va peut-être relancer Evra parce que c'est son premier homme, on connaît les années Monaco et autres, et on sait que c'est une personne en dehors de Ferguson, c'est peut-être le seul coach qui a la légitimité de mettre Evra à son meilleur niveau. C'est fini, donc j'étais pas au courant. Apparemment, les bruits disent, apparemment, il sera pas titulaire ce week-end. Non, mais il va mettre un jeune du centre de formation. Le cas Evra, on le sait depuis longtemps. Pour preuve, il était même pas titulaire au dernier Euro sous Laurent Blanc. Oui, on savait. Là, moi vraiment, ce match-là m'a prouvé quelque chose auquel je m'en doutais depuis quelques semaines, c'est que Mapounyanga Mbiwa arrive pas à dépasser le niveau au-dessus. Il y arrive pas. Il est solide, tu peux pas aussi. Il va pas te sortir. Je te rejoins sur le fait qu'il est très jeune. Tu te rappelles de ce qu'on a eu, attends, tu te rappelles des défenses qu'on a eu avant? Non, attends, mais bien sûr, si tu compares du caca et du pipi, c'est normal. Voilà, mais tu vas loin. Mais après, je suis d'accord sur le fait que Mexès Ramis était très mauvais. Mais dire que Mapounyanga Mbiwa, c'est le futur, c'est certain, de l'équipe de France, qui marche sur les traces de Marcel Desailly, je ne suis pas d'accord. Ce qu'il a fait face à la Finlande, où à l'heure de jeu, il monte sur le défenseur, il prend un jaune, il fait une faute inutile. Pareil là, le penalty face à la Biélorussie, c'est normal. Et du coup, c'est des erreurs de jeunesse, certes, mais il met l'équipe de France dans un sacré embarras et son coach dans un sacré embarras pour le prochain match face à l'Espagne. On va voir que ce joueur-là, pour moi, a prouvé ses limites tactiques. Il n'a pas l'intelligence tactique pour passer le niveau. Il a de l'avenir. Je demande à voir. Il s'arrête parce qu'il a fait une faute contre la Biélorussie. Non, je ne dis pas ça sur un match. Je ne dis pas ça sur un match. L'année dernière, il a évolué avec Hilton, qui est un défenseur, comment dire, très expérimenté, avec une très belle relance. Hilton, c'est quelqu'un de calme. Vraiment quelqu'un, quand on joue à côté de lui, on est serein. Quand il joue face avec Sakho à côté de lui, qui va laisser 2-3 bavures, parce qu'on connaît Sakho, on sait comment il est, que ce soit avec le PSG, avec l'équipe de France, il fait toujours une ou deux boulettes. Mais il est très bon. Il fait toujours une ou deux boulettes. Face à la Finlande, il a encore fait il a encore fait une erreur de relance face à la Finlande. Comment va évoluer Mapounyanga Mbiwa? Comment va évoluer Montpellier? Sakho, l'avenir de Sakho au PSG quand Thiago Silva va revenir, comment ça va se passer? C'est pour ça. On le sait. Non mais là, ça va être Sakho, on sait pas encore. Ça se trouve c'est une défense 100% brésilienne. On n'en est pas sûr. Là, on est en train d'avancer déjà. Oui, face à l'Espagne, je suis prêt à mettre un billet.
Non, on sait même pas, on ne sait même pas. Est-ce qu'on a dit ça? Attends, on a dit on ne connaît même pas la défense. Confiant parce qu'il y en a, excuse-moi, je vais te couper sur ça, il y en a beaucoup qui disaient que voilà, on tombe sur la poule de l'Espagne, on va jouer tout de suite cette deuxième place. Moi, je me dis que non, on peut aller les accrocher et aller chercher quelque chose. Tu peux pas dire. Donc là, t'avances que l'équipe de France peut gagner face à l'Espagne. Bien sûr. Avec quelle défense? Donc d'accord, avec quelle défense? Mais moi je te parle. Mais moi je te parle. Sako jouera. Donc t'es sûr que Sako jouera. Avec quelle attaque? Ah, mais toi tu sais qui va jouer en Espagne? Est-ce que tu sais? Non, parce que moi je suis encore dans le flou. Est-ce que tu sais qui va jouer dans l'Espagne? Parce que moi je suis encore dans le flou. C'est ça le truc. Parce que pour toi, je m'avance pas. donc moi je sais que l'Espagne va battre la France, c'est sûr. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis juste que l'Espagne a des certitudes, l'Espagne sait comment elle joue et l'Espagne a un vrai réservoir sur son monde. Xavi va jouer contre la France, tu sais. Si tu mets pas Xavi, tu mets Iniesta. Si tu mets pas Iniesta, tu mets Mata. Tu mets pas Mata, tu mets David Silva. C'est pareil. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de l'équipe de France. L'Espagne derrière, non mais attends, là l'équipe de France, il y a pas Mapounyang Mbiwa, tu vas mettre qui? Koscielny à côté de qui? Et si Sako joue pas pendant 2 mois avec le PSG? Et s'il y a plus personne, tu mets qui? Non, il y a trop d'interrogations. Vraiment, il y a trop d'interrogations pour être aussi sûr de refaire un résultat. Il y a un truc que t'as pas compris. Quand on parle du fait qu'on part confiant pour l'équipe de France qui va jouer face à l'Espagne, c'est pas par rapport à ce que la présentation des joueurs, etc. sur le terrain. C'est plutôt dans le sens où l'état d'esprit, on dirait qu'il y a un nouveau souffle. C'est-à-dire que Deschamps a réussi à apporter quelque chose. Voilà. Quand tu voyais Laurent Blanc, tu disais, franchement, tu savais qu'à l'Euro, on tombe sur l'Espagne, on dit, on va pas toucher une bille. On a vu que, alors que l'Espagne nous a laissé beaucoup de trous, beaucoup d'espace, on n'a même pas été chercher à les provoquer parce qu'on avait peur, on était en train de trembler. Là, aujourd'hui, on a une équipe qui est en train de se construire mentalement. Je te dis pas tel ou tel joueur, il est en train de faire des équipes cohérentes et on voit qu'aujourd'hui, par rapport à sa gestion de groupe, par rapport à l'équipe qu'il est en train de mettre en place, la concurrence qui est assez saine parce qu'on voit que les joueurs qui savent quand ils font pas une bonne performance, ils sont pas répétés. On voit Anthony Réveillère qui a été remplacé tout de suite par Jallet et Jallet qui a peut-être peur pour sa place parce qu'il a pas répété un super match aussi derrière. Donc on voit que ce qui est redevenu logique dans le football va que faire avancer cette équipe de France et elle pourra aller chercher peut-être quelque chose en Espagne. Je dis pas qu'ils vont aller les battre. Non, mais après faut arrêter de fantasmer sur l'Espagne. Hein. Non, mais arrête. C'est quand même l'objectif. Continue à fantasmer sur l'Espagne, je pense. Ah non. Moi, je fantasme sur la Belgique qui nous fait des super matchs. Voilà, mais moi alors je peux dire que j'ai vu les 3 matchs, j'ai vu le match de la Belgique. Parce qu'il y avait 2 adversaires, deux adversaires de haut niveau. La Belgique jouait face à la Croatie. Mais l'Espagne, excuse-moi, mais l'Espagne derrière c'est inquiétant derrière. Ah non, tu peux pas dire ça. Piqué Sergio Ramos. Mais t'as pas vu le match alors. Attends, Piqué Sergio Ramos et Jordi Alba, c'est inquiétant derrière. Excuse-moi, t'as vu est-ce que depuis combien de temps t'as pas vu Gérard Piqué, dis-moi. Non mais depuis combien de temps attends, tu es en train de parler. Ah mais Piqué, attendez, t'as pas vu, t'as pas pris ses prix dans l'air, un truc de jeu vidéo, j'ai jamais vu. J'ai loupé un épisode. T'as loupé Géorgie-Espagne. Non mais attends, j'ai loupé un épisode. Les Espagnols, ils ont été ridicules au dernier Euro. Non. Les Espagnols, ils ont fait quoi en Géorgie? Face à une équipe qui joue à 11 derrière. Ils ont fait quoi? Mais ils ont concédé des occasions. Ils ont fait quoi? Ils ont gagné ou ils ont perdu? Ils ont concédé des occasions. Ils ont gagné ou ils ont perdu? Ah voilà. Mais voilà. Ça se joue très peu. C'est que moi. Mais tu peux. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est loin du fantasme. Prendre des poteaux contre la Géorgie. On n'est pas sûr d'aller gagner contre la Géorgie. À un moment on est loin du fantasme. Désolé, on vient vraiment. Même si comme tu le disais, Linden, maintenant on a quelques certitudes déjà sur le schéma de jeu. On sait qu'on va partir sur un 4-3-3, mais s'il vous plaît, soyons humbles. On va rencontrer le double champion d'Europe, le champion du monde entier. Non, mais on se comprend pas en fait. Partons pas le torse bombé. On va pas dire qu'on a gagné 4-0 là-bas. Évidemment, il y a un coup à jouer. Dès que tu joues un match, il y a un coup à jouer. C'est facile à dire. Quand tu vois le coup qu'a fait Marseille l'an passé en sortant l'Inter de Milan sur un match complètement. Non mais l'Inter de Milan était 7ème de Serie A, ça a rien à voir. L'Inter de Milan au jour d'aujourd'hui n'est même pas en Ligue des Champions. Mais est-ce que l'Espagne a son lustre d'antan? Est-ce qu'il y a mais l'Espagne ils sont champions d'Europe. Il y a encore un mois ils étaient champions d'Europe. Est-ce qu'ils ont faim ces mecs-là encore? Donc les Espagnols, tu vois le match contre la Géorgie. D'accord, Moi ils m'ont inquiété honnêtement. Donc on se pose des questions sur les Espagnols. Ok. On est sûr que Giroud aura ouvert son compteur but. On est sûr que Karim Benzema aura récupéré sa place de titulaire au Real Madrid. On est sûr que Sako jouera avec le PSG. On est sûr qu'Abou Dhabi ne sera pas encore blessé. Voilà. Je pense qu'il y a, non mais au jour d'aujourd'hui, là on parle au jour d'aujourd'hui, on parle pas pour le moment. On parle au jour d'aujourd'hui. Pour le moment, ils sont là. Pour le moment, je trouve que l'équipe de France a moins de certitude pour affronter l'Espagne que les Espagnols ont de certitude de battre les Français. Après je ne dis pas, c'est pas le même débat. Là, non. Après, je ne dis pas. C'est pas le même débat. Tu nous prends pour des débiles ou quoi? Quand tu me dis ça. C'est vrai. Non, mais tu nous prends pour des débiles ou quoi? Vous serez dans la
prochaine chronique de Eddie. J'ai trouvé le thème. C'est exactement ça. Il est en train de nous dire, genre, l'Espagne, ils ont les chocottes de jouer la France, non, etc. mais j'ai jamais dit ça. Non, mais dans le sens, nous, on prend pas dans le sens de l'Espagne. Bah oui. Messieurs, on aura compris que vous êtes d'accord sur cette question-là. Si le match est demain, moi j'y vais, je regarde le match et je pense qu'on peut faire un match. Mais non. On va faire les paris de toute façon. Juste un petit mot quand même sur cette attaque. Alors on a parlé de la paire Yanga Mbiwa Sako. Parlons un peu justement de Giroud Benzema. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pour vous c'est une solution justement le problème, à travailler ou non? Pour moi, Benzema est vraiment pas à son niveau. Donc c'est 7 matchs sans but. C'est difficile de le juger pour le moment, en espérant qu'il va aller en s'améliorant. Et je pense que c'est pas forcément sûr, puisque Higuain est titulaire en ce moment au Real Madrid et lui ne l'est pas. Donc moi je trouvais Giroud plutôt intéressant dans ses déplacements. Après le problème c'est que c'est la même chose qu'on disait à chaque fois. Giroud, il a besoin de ballon. Le problème c'est que qui va lui donner le ballon? C'est des mecs comme Ribéry, c'est des mecs comme Benzema. Donc voilà, après il faut qu'il ait des gens derrière qui puissent lui donner des ballons. Le problème c'est qu'après mercredi soir, le milieu de terrain, on avait 3 défensifs plus ou moins. Oh, pas Cabaye. Oui, pas Cabaye, mais Cabaye a fait un très mauvais match. Donc après Capou jouait pas à son poste, donc lui il peut pas donner des ballons comme Diaby. Mais moi je trouve plutôt Benzema Giroud avec Benzema mis sur le côté droit plutôt intéressant. Surtout que ça empêche, parce que je sais pas si vous avez fait la réflexion face à la Finlande, mais même pendant le championnat d'Europe, on le voyait souvent. Benzema avait tendance à beaucoup trop jouer avec Ribéry. Là, quand il est sur le côté droit, ça va un peu mieux, donc ça joue un peu plus vite. Mais après, j'ai encore beaucoup d'interrogations sur Olivier Giroud, à savoir s'il va tenir le niveau ou non. Ça va falloir qu'il marque avec Arsenal rapidement, parce que je vais vous dire un truc con, mais pour moi Giroud n'a pas le niveau international, et je vais peut-être assez loin en disant ça. Moi c'est l'impression qu'il me donne. Ouais, il a fait très bonne saison avec Montpellier, meilleur buteur, etc. Ça fait 3 saisons qu'il a plus de 20 buts. Mais après oui, 3 saisons 20 buts en Ligue 1, mais il donne cette impression que voilà, c'est pas les gros attaquants, même si je compare loin, mais c'est pas les gros attaquants qu'on a eu l'habitude d'avoir. Tu comparais un peu Gignac, c'est ça. Non, mais dans son état d'esprit, bien sûr, dans sa nervosité. Pour moi, ça un très bon attaquant de Ligue 1, mais il a pas ce niveau au-dessus qui nous a. Avoir avec Arsenal. Oui, voilà, mais pour l'instant, c'est une image. Après, c'est peut-être con ce qu'on va dire. Moi, j'ai vu un peu les matchs Arsenal, je trouve plutôt intéressant, même s'il a pas marqué. Moi, j'ai trouvé très nerveux. J'ai trouvé face à Liverpool très nerveux. C'est comme le buteur, il a besoin de marquer. Il a fin de but. Tu vois qu'il fait pas la passe. Quand il fait son truc de 45 mètres, il peut faire la passe à Ramsek et tout seul au milieu, mais il a fin de but, donc espérons qu'il y ait un déclic, mais ça va pas être simple pour lui. Juste une petite info, messieurs, encore une fois, je vais pas la ramener, mais c'est juste pour faire profiter un peu de cette expérience. La journée qu'on a passée à Clairefontaine, moi, ce qui m'a paru quand même assez étonnant, c'est que Benzema, du début où on est arrivé jusqu'à la fin où on est parti, je peux vous dire, on a passé du temps, on en a profité toute la journée. Benzema était tout seul, messieurs, tout seul. Il est arrivé à l'entraînement tout seul. Il est parti à l'entraînement tout seul. Il est sorti de l'entraînement tout seul. Pas un mot pour ses coéquipiers. Il a vécu tout seul toute la journée. Alors, je sais pas. Est-ce qu'on doit tirer des conclusions de tout ça? Une petite blague. C'était quel jour? Non, mais c'est intéressant. Tout simplement le premier entraînement le lendemain de Finlande-France. D'accord. Et c'était très étonnant. Je vous avouerai que c'était très étonnant. Il était en plein dans le clash entre Bouba et Rof. Donc forcément, c'est pas simple. C'est pas simple pour lui. Surtout Manu a pris parti, le jingle d'intro, c'est Rof. Moi, je veux pas d'histoire, les gars. Je veux pas d'histoire. Attention, moi non plus. Revenons. Bon, messieurs, sans tomber dans non, excusez-moi, fin de ce premier débat, c'est ça que je voulais vous dire. Et d'ailleurs, monsieur l'arbitre entonne le sifflet, donc on aura compris les pronostics pour le mois prochain contre l'Espagne. Il dit toi tu non, surtout pas. Surtout pas. Je dis juste que l'équipe de France, ça va être très très difficile d'aller obtenir un résultat en Espagne. Je ne dis pas que l'équipe de France va perdre 3, 4, 5, 6-0. Non, je dis juste que ça va être très difficile pour l'équipe de France d'obtenir un beau résultat en Espagne. Ils casseront des jambes et ça tout ira bien, t'inquiète pas. Merci messieurs, je vois que le football vous passionne toujours autant. Je vous propose une petite pause info avant de revenir avec un deuxième débat. Greg Drouillat vous détaille votre programme sport en Ile-de-France. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Et justement, du côté de l'actualité dans votre région, qu'est-ce qu'on retrouve? Il n'y a que du foot dans cette émission. Non, on va donner un point pour tout le monde. Donc, tu sais très bien, Manu, 7e journée de national avec le Red Star qui n'a plus gagné depuis la 2e journée et qui accueille Rouen 5e. Un match que vous pourrez suivre sur Dailymotion, YouTube, la FFF,
Qui sera au commentaire? S'il te plaît, dis-moi ce bien Greg. évidemment, commenté par Emmanuel Moine. Bravo. Merci messieurs, merci. Je sais pas qui c'est. J'en profite, ça va peut-être pas durer longtemps. Coup d'envoi à 20h au stade Bauer. Dans le même temps, Créteil-Lustanos 2e et qui a des chances de monter en Ligue 2. Tout à fait. Grosse équipe Créteil cette année. Accueille Luznac 18e et le Paris FC joue sur le terrain de Colmar 4e. On n'a pas de CFA2 ce week-end. Non. Donc pas de Sanois-Saint-Gratien. Et on a de la Coupe de France, c'est les plus petits. Avec vas-y, maintenant j'aime bien ça. Écouen qui va recevoir donc la DH, les Mureaux, donc c'est à peu près 5 divisions au-dessus. Donc s'il y a du monde qui peut venir au stade d'Écouen pour aller voir. Quelle heure quel jour? C'est dimanche, mais au niveau des heures, je sais pas. On va dire 14h. Entre 14 et 15. Il y a un sacré défenseur, je crois, au FC, quoi, non, il joue trop. Tout le monde se fait de la pub, quoi. En rugby, première journée de Fédéral 3, Domont qui se trouve dans la poule 3 se déplace dimanche à Flandre, une équipe dans le Nord. On a des petites infos avec Yohan, on va le dire. Yohan est en studio. Il est avec nous en studio. Toujours aussi fidèle. Yohan Guillaume. Voilà, Yohan Guillaume. Donc il nous a dit qu'un deuxième ligue anglais qui avait signé et un pilier géorgien de Périgueux Pro D2, qui est donc Périgueux qui joue en Pro D2. Et j'ai vu sa tête, il fait peur, le pilier géorgien. On va quand même citer oula. Pardon. On va quand même citer le nouvel entraîneur, José Palomares, c'est ça? José Palomares, qui vient de Saint-Denis. Donc globalement, juste pour nos éditeurs, dire que Domont s'est bien renforcé dans les lignes avant. Voilà. Complètement. Et on va continuer à les suivre sur toute la saison. saison. On va faire un petit reportage chez eux. Tony Parker au PSG Basket, c'est pas pour tout de suite. Et il l'a dit, il va probablement continuer avec Villeurbanne. Donc il a des soucis avec Villeurbanne parce que Villeurbanne n'arrive pas à avoir sa salle pour le moment, sa grande salle qu'il voulait. Donc Tony Parker avait investi dans le club de l'Asvel. Il a porté un petit coup de gueule quand même, on va le dire, parce que ça se passe pas bien au niveau du recrutement, au niveau des jeunes. Les jeunes ils sont tous barrés, il les a formés, ils sont tous barrés. Donc voilà, donc Tony Parker au PSG Basket, c'est pas pour tout de suite. Et hors sport, ça en est où son histoire à Tony Parker là entre Drake et Chris Brown? C'est fini, son œil a été rétabli. Et il a gagné, il a porté plainte, j'ai entendu dire. Ouais, bon ça c'est des gros chiffres. 20 millions je crois, un truc comme ça. Il en avait besoin. Si nos auditeurs pouvaient voir la tête de Eddie quand on a lancé. Non mais ça m'intéresse. 20 millions c'est intéressant. Y a pas que le PSG hand parce qu'on a Tremblay en France qui reçoit Chambéry, donc gros match pour Tremblay en France. Et puis un petit derby francilien, Créteil contre Ivry, ce sera dimanche à 16h15. Championnat du monde d'escalade, messieurs, à Bercy, c'est le gros événement du week-end à Paris. Championnat du monde d'escalade, donc qui se tient à Bercy, donc les finales ce sera samedi et dimanche avec des grandes chances de médailles françaises. Et puis c'est pas forcément que les valides puisqu'il y a le championnat du monde handisport, ça se déroule en même temps les deux épreuves. Donc là tu vois, on parlait tout à l'heure des Paralympiques même qui se déroulent après les JO. Et là valide et handisport, les championnats du monde se déroulent en même temps. Et puis une petite info pour toutes les demoiselles qui voudraient faire du vélo. Attends, elle nous écoute. Non, Linden, c'est Linden qui est au taquet. Non. Linden, si tu veux voir tes filles, à l'image qu'on me donne. Merci beaucoup. Tu peux aller à Paris dimanche, tout à Paris en vélo, donc c'est une course réservée aux filles. C'est la parisienne. Ouais, non, la parisienne c'était une course à pied. Oui. Ah oui, la parisienne c'est une course. C'était la semaine dernière, on en avait parlé. Et donc là c'est tout à Paris à vélo. Voilà. Petite course qui se déroule dimanche à Paris pour les demoiselles. Bon, c'est bien. Linden, t'y seras? Ouais, vraiment? Faut que je rachète un vélo. D'abord. Place Joffre. Merci pour la Joffre dans le 7e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Greg pour ce programme détaillé. On passe au deuxième débat du jour. Et chers amis, si je vous fais écouter ça, à quoi justement? Attendez, on va mettre un petit jingle d'abord, sinon ça va être un peu dégueulasse. Jingle. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Alors justement, on est complètement paumé, c'est la nouvelle émission. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Si je vous fais écouter cette petite musique, à quoi cela va-t-il vous faire penser? C'est parisien ça. Si. C'est pareil. Alors messieurs, vous êtes des fans, des grands fans, on les a rencontrés l'année dernière, on le sait.
À quoi ça vous pensez, Linden? Je sais pas, mais je préférais plutôt l'autre, PSG. Le Paris Hand, tout à fait, tu l'as dit. Enfin, t'as voulu nous le dire. Le Paris Hand qui s'appelle le PSG Hand. Le PSG Hand, tout à fait. Et non, il y a je sais pas si vous avez vu le clip de cette musique avec Ici c'est Paris, mais il y a une très grosse faute de goût. Il y a comment il s'appelle, l'ancien chroniqueur, la nouvelle star qui est dans la musique, le pianiste. Ça c'est trop demandé là. Un brun avec des cheveux longs, mais si les auditeurs. Manoukian. Ouais, voilà, André Manoukian qui est supporter lyonnais. Ah, ça c'est pas beau ça. Ah, c'est pas beau qu'il soit dans le clip. Bon, on faute de goût. Un petit peu au handball les gars quand même, parce qu'on l'a arrêté avec le foot. On le met de côté le foot, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Allez hop, le foot, salut. Allez, le Paris Hand, je vous le disais, vous avez bien sûr reconnu cette jolie musique. Vous le savez, la saison de handball reprend ses droits ce soir. Enfin, a déjà commencé hier, mais pour le Paris Hand, c'est ce soir. Et on va s'intéresser à un club qui a beaucoup souffert l'an passé, quasi relégué en 2e division. Le Paris Hand fait peau neuve. Il faut désormais parler du PSG Hand. Un budget record de 9 millions, un effectif de stars après un mercato de rêve. Dinard, Hansen, Abalo, Onrubia arrivent au club de la capitale qui espère surfer sur une nouvelle vague et pourquoi pas disputer le titre à Montpellier et Chambéry. Justement, messieurs, votre avis sur cette dernière question? Mon avis, il est simple. Je pense que le Paris Hand ne sera pas champion cette année. Après, le PSG Hand a fait un énorme recrutement, donc il faut voir comment ça va prendre. Ça va arriver très vite parce que j'ai regardé un petit peu le calendrier. Le PSG Montpellier arrive dès la 3e journée. Ah, ça donc va être très short. Très short. On sera fixé rapidement sur les ambitions et ce que peut donner le PSG Hand. Après, le but, il est clair, c'est d'aller en Ligue des Champions et ils l'ont dit, c'est de remporter la Ligue des Champions d'ici 3 à 4 ans. Voilà, non mais comme on le disait la semaine dernière, ça va être très dur pour le PSG handball, à l'image du PSG football, d'être champion dès la première année, parce que il y a quand même des équipes comme Montpellier et surtout Chambéry. Moi j'aime bien Chambéry parce que ce sont des équipes vraiment qui sont là installées depuis des années au niveau, des collectifs huilés, un staff parfaitement installé. Et pour le PSG handball, ça va être très difficile, surtout que il faut signaler le groupe a été au complet quelques jours après les Jeux Olympiques. Donc il y a vraiment une préparation très tardive, très accélérée. Donc le prochain PSG, c'est PSG Montpellier ou Montpellier PSG? C'est PSG Montpellier. PSG Montpellier, ça va être très dur pour les Parisiens d'obtenir un résultat parce que sachant que si Montpellier s'impose à Paris et par un gros score, mais ça va être quelque chose de dingue dans les médias et ils vont avoir une très grosse pression et pour s'en remettre, ça va pas être simple. En tout cas, le niveau du championnat, plus globalement, le niveau du championnat cette année va être énorme. Ah, ça va être terrible. C'est Dunkerque qui a remporté le trophée des champions. Il y avait Montpellier, il y avait Chambéry et il y avait Nantes. Et c'est Dunkerque qui a battu. Ils ont battu et Montpellier en demi et Chambéry en finale. Donc, quid de Dunkerque qui peut faire une énorme saison. On a Nantes qui a recruté 2 Espagnols très très forts, Entrarios notamment. Il y a Chambéry qui a vu les frères Gilles revenir, plus Kevin Yocas qui est justement l'ancien du Paris Hand. Tout à fait. Il aurait dû rester en définitive. Kevin Yocas, on sait pas. Il aurait pu peut-être rester. Donc le PSG Hand peut finir je pense que Montpellier est intouchable, mais il peut finir 2e comme finir 5e. Et justement, où est-ce que se situe avec l'arrivée des investisseurs qataris au PSG Hand, où est-ce que se situe maintenant le championnat français dans la hiérarchie européenne et mondiale, on va dire? On va dire que le championnat allemand reste le numéro 1 avec Kiel, l'équipe de Omeyer et Narcisse. Mais on peut dire aujourd'hui que le championnat français est passé devant le championnat espagnol. Alors, je vais faire écho. Non, justement avec le PSG Hand et justement les autres, on a quand même 14, je crois, je regardais, on a 14 champions olympiques qui sont revenus dans notre championnat. C'est quand même incroyable. On va écouter justement la réaction de Philippe Gardan et ça va justement faire écho à ce que tu disais, Eddy, justement sur le travail qui reste à faire pour le PSG Hand tout au long de cette saison. On écoute. Notre objectif, c'est aussi de construire ce club parce que voilà, on a nos marques à prendre, on a des locaux à trouver, on a du personnel à trouver, consolider le centre de formation. Donc il y a des gros chantiers. Il y a des gros chantiers, ça rejoint tout à fait ce que tu disais, Eddy. C'est-à-dire le titre de champion, pas pour cette année en tout cas. Le dernier Interasport est sur le Paris Hand. Voilà, justement. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, mais il est très intéressant pour. Très poli. Il faut qu'on se rabiboche. Serrons-nous la main. Voilà. Non, mais il est très intéressant pour voir justement comment l'équipe vit. Ils sont partis faire un petit tournoi vers Strasbourg où ils ont rencontré des équipes de là-bas et on voyait justement un Didier Dinard qui est très important justement pour la construction du groupe.
on voyait qu'il était, on va dire, pratiquement aussi content que s'il était devenu champion olympique avec sa petite coupe au tournoi de Strasbourg. Donc c'est intéressant d'avoir des hommes comme ça. Et puis après il y a la différence qui peut se faire parce qu'ils ont quand même un génie ils en ont même deux pour moi. Il y a Lucas Ballot et il y a Miguel Hansen. Ils ont quand même deux génies. Mais surtout c'était cette image-là dont tu parlais de Dinard qui était fier avec le trophée dans les vestiaires. Les autres autour de lui ne comprenaient pas pourquoi il était. Les petits jeunes qui jouaient les petits jeunes ne comprenaient pas. Et il était là à leur dire non messieurs, un trophée c'est un trophée, il ira dans la vitrine du club. Et c'est ça. C'est le premier trophée du Paris Hand. Quand même. Voilà. Le PSG handball, dès sa première année, a réalisé ce que fait le PSG football dans sa deuxième année, c'est-à-dire tout de suite investir dans des tauliers comme Hansen, Dinard, Abalo, qui sont vraiment des stars mondiales du handball. Ce sont de très grandes stars. Pendant que le PSG, durant sa première année, a investi sur des stars en devenir comme Pastore, Sirigu ou Menez, non, là, le PSG handball, c'est tout de suite appuyé sur des tauliers et va essayer dès sa première année d'être champion et de s'appuyer sur ces hommes-là. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus alors les joueurs qu'on avait rencontrés l'année dernière? Je pense à Ibrahima Dio. Il est encore là, lui, ce sera capitaine. Après, il y a beaucoup de jeunes qui vont jouer avec l'équipe réserve, mais ils ont quand même, ils ont 20 joueurs sous contrat, donc ils ont gardé énormément de monde. Ce qui change de tout par rapport à l'an passé. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils ont énormément de monde, donc il y a beaucoup qui vont jouer. Après, c'est des jeunes qui vont prendre de l'expérience, côtoyer des Dinard, des Abalo, des Orubia à l'entraînement, c'est énorme pour eux. Donc justement, ils vont faire un petit peu comme le football, essayer de créer un bon centre de formation pour les jeunes. À voir. Mais je pense que c'est un projet qui est intéressant et je pense que le PSG Hand peut être rapidement très combatif et très qualitatif au niveau de son jeu. Alors justement, on a rencontré Miguel Hansen à l'entraînement. Il nous a livré ses impressions. On l'écoute et puis on va toucher un petit mot sur lui quand même. Notre objectif c'est aussi... Non, c'est pas lui. Bravo. C'est pas le même accent. Miguel Hansen. Je trouve que nous avons une très belle équipe, une très bonne équipe qui sera très compétitive, donc j'espère que nous gagnerons le championnat cette saison. Il faut se mettre au travail, nous avons peu de temps, donc il faut tout de suite reprendre l'entraînement. Ça va être compliqué, il faut apprendre à se connaître sur le terrain et être prêt pour le premier match. Je suis vraiment très heureux de faire partie de ce grand projet, c'est un énorme challenge. Messieurs, juste un petit mot et on clôture sur le PSG Hand. On n'aura plus qu'à voir les résultats. C'est quoi la meilleure façon de présenter Hansen justement? C'est le meilleur joueur du monde. Ouais, c'est un bras droit énorme. Il peut shooter, il se lève à 12 mètres en suspension, il shoot. C'est un énorme joueur. On l'a déjà vu contre l'équipe de France, il fait très mal d'ailleurs. On compare à Karabatic souvent. On dit que souvent les deux meilleurs joueurs du monde sont Karabatic et justement ce Miguel Hansen. C'est pareil, c'est un mec. Et lui, il était libre. C'est ça qui est excellent quand même. En fait, parce que son club. Vas-y. Non, c'est son club, le FC Copenhague, et justement qui voulait créer une énorme structure un peu au PSG, a fait dépôt de bilan. Voilà. Dépôt de bilan, donc il était libre. Il est arrivé pour le bonheur du PSG, pour les supporters. Libre. Et d'ailleurs, je crois qu'il reste encore un petit peu de place si vous voulez, des places à 8 €. Ouais, pour ce soir. Tout à fait. Et le stade Pierre de Coubertin qui sera normalement, on le dit, plus ou moins rempli toute la saison. Et ils en avaient besoin pour ceux qui avaient déjà écouté notre émission l'année dernière, le grand reportage. Et on en refera un. On sera là-bas, messieurs. On sera là-bas toute la saison. Justement, j'attends le coup de sifflet de Pierre-Luigi Colonner. Voilà. Nickel, parfait. Je pensais que c'était Maître Njimi qui était avec lui. Me parle pas de lui. Ah, le voilà. Attention, messieurs. Il faut pas qu'on perde de temps. On rentre dans la dernière ligne droite et on passe au dernier sujet. Je vous sens monter crescendo, messieurs. De plus en plus d'omnisport, de plus en plus chaud. Les vacances sont bien loin maintenant. Ça tombe bien. Puisque le tennis britannique a enfin trouvé un successeur à Fred Perry, près de 80 ans plus tard. Andy Murray remporte un tournoi du Grand Chelem, l'US Open. Je vous laisse écouter cet extrait et comme d'habitude, on en discute juste après. Bonsoir, c'est assurément une image qui fera date dans l'histoire du tennis. Andy Murray gagne enfin l'US Open et il s'adjuge le premier grand chelem de sa carrière. C'est un événement car depuis 76 ans, aucun joueur britannique n'avait gagné un des 4 tournois du Grand Chelem. On me posait toujours cette question. Quand est-ce que tu vas gagner un Grand Chelem? Ça y est, c'est fait. Le temps de réaliser 4h54 de lutte acharnée pour Andy Murray et enfin remporter un Grand Chelem. Quand j'ai servi à 5-2, je devais faire abstraction de tout. Rester concentré sur le match parce que rien n'était fait. Et à la fin, c'était la libération. C'est incroyable. Un titre olympique, un succès à l'US Open, Andy Murray aura passé un bel été.
Alors messieurs, votre avis sur la victoire du protégé d'Ivan Lendl? Justement, c'était la dernière stat qu'il fallait donner. Greg, non, c'est une très bonne chose. Andy Murray qui était l'homme le plus en forme. C'est bien parce que cette année, en tournoi du Grand Chelem, on a eu 4 vainqueurs différents, donc ça promet une saison 2013 plus que intéressante. Donc très content pour Murray parce qu'il y a quand même 4 défaites en finale du Grand Chelem, même si après le titre olympique, il était déjà très content, mais ça comme compense. Son coach. Lendl, c'était pareil, il avait raté 4 finales avant d'être couronné. Et au final, quand même, ce titre olympique ne compensait pas quand même ce qui est en fait le fait de gagner des tournois du Grand Chelem. Donc voilà, très content pour Andy Murray qui a encore l'avenir devant lui, ce qu'il faut rappeler que c'est qu'un 87, il est né en 87. Mais la question que je vous pose, est-ce que c'est pas le futur numéro 1 mondial? Pour moi, est-ce qu'il en a le talent? Je sais pas parce que on va dire il a le talent, mais on va dire que quand même il a gagné un tournoi, même si je veux pas baisser sa performance, mais on va dire que c'est peut-être une des premières fois, enfin la stat était la première fois depuis 2004 que dans le dernier carré il n'y avait pas Nadal ni Federer, et ça il faut pas l'oublier. Et ça c'est l'argument des Non mais il faut le dire quand même, il a bénéficié d'un tableau très ouvert, et puis aussi surtout il a eu. Je suis pas d'accord avec toi. Par rapport à Djokovic a rencontré Del Potro, et en demi il a rencontré Djoko, il bat qui en demi? Pas Murray, Ferrer. Ouais. Il a rencontré Ferrer pendant que comment dire, que Murray se débarrassait de Berdych. Berdych qui a sorti Ferrer. Mais il a fait des matchs énormes. Ouais. Après Andy Murray, après Wimbledon, il a eu le temps quand même de se reposer avec ce Masters 1000 à Toronto, à Cincinnati, où il est sorti dès le 2e ou 3e tour. Et lui vraiment, on peut dire, une semaine et demie de grand repos, contrairement à un Djokovic qui a joué la finale de Roland Garros, qui a joué la finale de Wimbledon, qui a joué la finale de... qui a gagné Cincinnati, qui a perdu à Toronto. Voilà, c'est ça. Et surtout qui a joué la finale de... il n'a pas joué la finale de Wimbledon, excusez-moi. Qui a joué la finale des JO. Non, il a fait demi. Ouais, c'est le contraire. Voilà. Excusez-moi. Demi. Ouais. Voilà, demi. Et surtout, il a... comment dire, il a fait finale ensuite à Toronto et à Cincinnati. Donc il a vraiment enchaîné, il a eu une très grosse année. Et puis il a perdu énormément de tournois. Quand on perd un tournoi en demi-finale ou en finale, vraiment on est plus fatigué que sous l'excitation d'une victoire. Donc Murray a su en profiter, il a pendant des années été placé jamais gagnant. Cette année ça a tourné pour lui dans un tableau où il n'a pas rencontré Nadal, où il n'a pas rencontré Federer. Et il a pu rencontrer un Djokovic qui a eu un tableau, comme on l'a dit, très compliqué avec Del Potro et Ferrer. Et ben moi je vous annonce qu'il sera numéro 1 mondial. Voilà. Moi je prends le pari parce que quand tu regardes juste sur la physionomie de la finale, il mène quand même 2-7 à rien. Il se fait remonter à 2-2 et tu te dis il est cuit, il perd 6, il perd 2-6, 6-2-6-3, 6-2-6-3, c'est exact. Et tu te dis mais il va perdre le dernier, c'est obligé, c'est l'histoire qui se réécrit en permanence. Exactement. Et en fait non, il inverse la tendance. Ce qui est quand même dingue, c'est tu sens quand même que le garçon, le fait d'avoir gagné la médaille d'or devant son public en Angleterre, ça a changé tout dans sa tête. Ça a changé tout dans sa tête. Et moi, la question que je me posais, tu vois, quand on était à Roland Garros à l'époque, je me disais, c'est quoi l'écart entre un Murray et un Tsonga, tu vois? Et ben aujourd'hui, tu le vois clairement. Après, ça dépend sur quelle surface. Oui, complètement. C'est vrai que c'est un peu sur dur extérieur, là, justement, où il a gagné l'US Open. C'est sa prédilection. C'est sa meilleure surface et il est pas facile à battre. Il part en se disant qu'il peut gagner. Et on se rappelle la dernière interview de Tsonga et le débat qu'on a vu, on disait que Tsonga savait déjà en partant dès le début du tournoi qu'il gagnerait pas. Et forcément, ça change les choses. Et parce que Murray, à la différence de Tsonga, je pense qu'on va arrêter sur ça. Ouais. Murray a déjà battu dans le même tournoi Federer et Nadal. Quand dans les Masters 1000 qu'il a gagné, il se faisait demi Federer ou demi Nadal et en finale il se faisait l'autre. C'était pas possible. Donc lui dans la tête, c'est pas un souci pour lui ça. Messieurs, fin de ce dernier débat. Merci beaucoup Linden, merci beaucoup Eddy, mais surtout l'émission n'est pas terminée. Merci beaucoup Greg, je vous remercierai en fait vraiment en fin d'émission parce que tout de suite on a bien sûr la chronique, la semaine de Twitter de monsieur Linden Twitos Lutello, je crois c'est à peu près le surnom qu'il a du côté de la Belgique. On écoute ça tout de suite. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Et justement ma question Linden pour cette semaine, que s'est-il passé sur la toile, sur Twitter? Qui a gazouillé? C'était une très belle semaine sur Twitter, on va retrouver nos insolites, nos habitués, et il y a aussi quelques hommages si j'ai le temps, parce que je vois que le temps est un peu... On verra bien. Enfin déjà, aujourd'hui, on va comprendre que grâce à Twitter, on apprend énormément de choses. Déjà, on apprend que Geoffrey Darnis a été international. Voilà. Justement, je l'ai vu ce après la victoire de l'équipe de France, il nous dit, belle victoire, pas besoin de sortir de ma retraite. Donc voilà.
Merci Geoffrey Bernis. Très bon humour. Ouais, non, j'ai bien aimé. Donc on a appris qu'il a été international. Football toujours. Et on continue à apprendre avec Steve Savidan qui nous apprend comment ça se fonctionne en musique. Alors, son tweet, c'est pour une bonne journée, section d'assaut, ma direction. Voilà. Pour dire que il écoute ça dans son iPod. Voilà, on sait vraiment pour pas se tromper de direction. Il a pas le droit. C'est très grave. Et on apprend toujours dans le foot, mais il va finir après dans le foot. Et on en a deux qui sont en galère. Le premier, c'est Jimmy Briand qui nous tweet, alors que si j'étais dans le mauvais sens. C'est Jimmy Briand qui nous tweet. Alors, pas une place de libre pour Florence Foresti à Lyon. Aidez-moi les followers. Fan en détresse. Donc voilà, si vous voulez faire un peu d'argent. Sympa les soirées. Il y en a un autre qui est en galère et lui, il va revenir chaque semaine. C'est Anthony Le Talec qui ne doit pas avoir M6 chez lui parce qu'il met encore. Recherche un logement, dur, marre de l'hôtel. Donc voilà, s'il y avait un logement sur Valenciennes pour Le Talec, ce serait le bon moment. Pour finir dans le foot, on va aller sur Jérémy Janot qui nous explique enfin finalement comment on peut comprendre sa carrière, parce on sait quand même dans sa carrière, s'est fait sauter par Casagrande, s'est fait sauter par Vianney, s'est fait sauter par Ruffier. À chaque fois des surprises et pourtant il a fait beaucoup de matchs. Il nous tweet ceci: je crois en la justice divine, les bons et les justes sont toujours récompensés, patience et persévérer, ce sont nos meilleurs alliés. Tout ça pour finir justement au stade 0 tracas, 0 blabla. Donc voilà, merci pour lui. On va passer en dehors du ballon rond, on va passer à Amaury Levaux qui lui utilise les mêmes techniques de Rihanna justement pour faire le buzz, et il indique à chaque fois qu'il est dans un train. Donc je vais pas refaire du tout, mais il indique à chaque fois. Et la bonne idée justement de Amaury Levaux qui tweet énormément, c'est l'idée du PSG. Donc il a dit un PSG inside, un PSG handball, vous voulez pas faire un PSG natation. Donc voilà, à penser au niveau des cas. Il va annoncer son club à la fin de la semaine. Peut-être. Et je vais en prendre une dernière de Amaury Levaux toujours qui est là et qui est avec le peuple. Donc on appelle ça un peu l'esprit olympique. Il nous indique donc radar mobile sur les quais de Seine, sur le pont des Invalides, cadeau. Alors donc sérieux. Merci Amaury Levaux pour l'info sur les radars. Donc voilà. Et j'avais une dernière pour le temps de demain. Il faut appeler Gaël mon fils qui nous met salut tuteur, pas super la météo today. Alors moi j'ai envie de lui dire, et le tennis ça en est où? Voilà. Simplement. Ça reprend. Ça sera un peu tout pour moi. Merci beaucoup Linden. Et voilà, c'est parti pour le temps justement de remercier tout le monde, mes amis. Merci beaucoup Eddy, Amaury, merci beaucoup Greg Drouillat. Et on l'écoute ce soir, tout le monde l'écoute ce soir. Hein. Eh ouais, il faut écouter messieurs ce soir. Et surtout que là on a une sacrée équipe. Hein. Vous êtes mes galactiques messieurs, je le dis à l'antenne. Vraiment, j'aimerais qu'on fasse un projet de cette grande envergure tous ensemble, parce que ce soir, eh bien, c'est le Real Madrid. C'est comme à l'époque à Guingamp, voilà, quand Malouda et Drogba jouaient ensemble, tu vois. On savait pas. 4-0 à Lyon. On savait pas, tu vois, mais on avait les meilleurs, tu vois, à cette époque-là. Eh ben, c'est exactement pareil, messieurs, c'est exactement pareil. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, vous souhaitez de passer une agréable journée à l'écoute de votre fréquence préférée, puis bien sûr à l'écoute de Dailymotion et YouTube ce soir dès 20h. On le rappelle, toujours un petit peu de pub, c'est bien. Messieurs, bonne semaine, revenez en forme la semaine prochaine. On a besoin de vous, les galactiques, en forme et au rendez-vous. Bonne journée, ciao.